À l'approche du centenaire, j'ai voulu raconter dans un livre les deux batailles de Bullecourt en avril et mai 1917. Pourquoi Bullecourt? Tout simplement parce que Bullecourt était le village de mes grands-parents. C'est à l'occasion d'un mariage dans ma famille. Je suis passé chez mon cousin à Bullecourt et il m'a annoncé un fait extraordinaire, c'est que dans le champ juste devant la ferme de mon grand-père, on avait retrouvé des restes de corps de soldats anglais plus de 90 ans après leur mort. Et cela m'a intrigué et comme je suis féru d'histoire, j'ai voulu vraiment savoir ce qui s'y était passé. Le conflit mondial rassemble des hommes du monde entier. Les armées alliées se partagent le front et actuellement ce sont encore des familles à travers le monde qui continuent à venir dans cette région du sud de l'Artois parce qu'elles partagent un lien très fort avec ce territoire. L'un des leurs y est souvent enterré. Le 25 avril de chaque année, jour de l'Anzac Day, les autorités françaises et australiennes commémorent à Bullecourt le sacrifice des 10 000 soldats australiens morts pour la France. J'ai filmé cette cérémonie pour la première fois en 2011. Ministre des Affaires étrangères, Monsieur l'ambassadeur, mon général, Madame la députée, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. Le premier conflit mondial fut une tragédie qui ébranla jusqu'aux fondations de la civilisation européenne. En France, en Allemagne aussi, chaque commune, jusqu'à la plus modeste, eut ses morts, ses veuves, ses orphelins. Alors s'élevèrent en même temps les plaintes et les cris de triomphe des hommes qui frappaient et qui étaient frappés, et le sang ruisselait sur la terre. L'Iliade, chant 8, Homère. Nous ne serons jamais assez reconnaissants envers des milliers de familles australiennes pour avoir laissé un jour un de leurs fils venir de l'autre bout du monde pour mourir à Bullecourt avec l'espoir de nous offrir la liberté. Nous ressentons un profond sentiment d'injustice devant ces sacrifices. De toutes les années de guerre que l'Australie a connues, il n'y en a pas eu de plus tragique que l'année 1917. Bapaume et Bullecourt 1917. Les Australiens sur le front occidental, publié par le ministère des Anciens Combattants, Canberra 2007. Page 131. Les héros vont mourir loin des leurs, comme les oiseaux se cachent pour mourir. Ils vont se rassembler entre eux pour mourir ensemble, tels les éléphants sentant leur mort proche, qui se réunissent dans les cimetières d'éléphants. Dans les tragédies d'Échille, les dieux et la liberté finissaient toujours par triompher, mais il fallait d'abord des sacrifices. En face, les soldats allemands, préparés par le coup de chauffe de la veille,
les attendent de pied ferme, dans les tranchées protégées par les barbelés, après avoir reçu le renfort du 2e bataillon du 124e régiment au sud de Riancourt. Leurs mains sont prêtes à faire feu, avec leurs 70 cartouches et leurs fusils Mauser, calibre 7,9 mm. Les hommes portent aussi des grenades à main, à fragmentation, au ceinturon. Les bandes de 250 cartouches traînent au pied des mitrailleuses Maxim 24, des vétérans très aguerris. Le lieutenant Erwin Rommel avait dirigé l'une de leurs compagnies au 124e régiment l'an dernier dans la bataille de la Somme. 3 années de guerre se sont déjà écoulées. On est dans un type de conflit international qui rassemble des combattants du monde entier. En 1917, on était dans la guerre d'usure. Les commandements alliés des généraux Nivelle pour la France et Haig pour la Grande-Bretagne avaient décidé des attaques de diversion dans la région d'Arras et dans l'Aisne. Dans la région d'Arras pour les Britanniques et dans l'Aisne pour les Français. J'ai fait des recherches très précises auprès des archives en Allemagne, à Stuttgart, et je suis tombé sur les originaux des cartes d'état-major de l'armée allemande qui m'ont permis de connaître les positions exactes des régiments allemands autour de Bulcourt et à Bulcourt même. La faute de Bulcourt, c'était de se trouver au milieu de la ligne Hindenburg. Cette ligne de défense fortifiée était composée de 2 lignes de tranchées parallèles que les Britanniques appelaient OG1 et OG2. L'attaque australienne a eu lieu dans les champs à partir de la ligne de chemin de fer, alors que l'attaque anglaise s'est déroulée dans ce secteur au sud-ouest de Bulcourt, et le but des Anglais était de prendre le village de Bulcourt. La bataille du 11 avril à Bulcourt s'est révélée comme l'une des défaites les plus sanglantes pour l'Australie. Malgré un manque de préparation d'artillerie suffisante pour détruire les 3 rangées de barbelés devant la ligne Hindenburg, et malgré les conditions météorologiques les plus défavorables, l'attaque a été maintenue par le commandement britannique. Commencée à 4 heures du matin, elle s'est déjà terminée vers 11 heures. Nous l'avons vu, il neigeait. Les Australiens se sont fait massacrer par les mitrailleuses allemandes en tentant de franchir les barbelés. Les tanks n'ont pas pu leur apporter le moindre appui. Embourbés dans la neige, ils ont été immédiatement touchés par les Allemands et ont pris feu. Une partie des vaillants soldats australiens avait pourtant réussi à occuper quelques heures la ligne Hindenburg. Malgré une attaque la veille au mortier à gaz et une patrouille de reconnaissance, les Britanniques n'ont pratiquement pas bougé le 11 avril, et également en raison d'un manque de coordination de commandement entre les armées britanniques et australiennes. Nous devons rendre hommage également aux soldats britanniques morts pour la France à Bulcourt. Ils sont intervenus principalement dans la 2e bataille entre le 3 et le 16 mai 1917. Ma mère m'avait raconté plusieurs fois au cours de mon enfance que les Anglais et les Allemands avaient pris et repris le village de Bulcourt une vingtaine de fois. L'attaque du village a été précédée cette fois par une intense préparation d'artillerie qui a démoli complètement le village. Mais les Allemands étaient toujours là, dans leurs abris souterrains. Un ami de la région de Bulcourt m'a communiqué des journaux allemands de l'époque, du mois de mai 1917. Cela correspondait à la 2e bataille,
Et naturellement, le nom de Bullecourt était à la une de tous les journaux du monde entier, peut-on dire. J'en ai vu d'autres de San Francisco en Amérique. Mais le mot Bullecourt figurait dans les titres, mais on ne donnait pas le détail des combats. C'est ainsi que 9 corps seront exhumés au printemps 2009, des soldats britanniques tombés sous les balles allemandes le 15 mai 1917. Une bataille sanglante relatée dans le dernier ouvrage de Philippe Duhamel. J'ai raconté avec beaucoup d'émotion dans un petit chapitre à la fin du livre les derniers moments du capitaine Pritchard et du soldat Elphick, ici dans ce champ, pratiquement le dernier jour de la bataille, le 15 mai. Et il paraît qu'il y aurait eu énormément de morts et ces pauvres soldats n'ont pas eu de chance parce que c'était pratiquement l'un des tout derniers jours de la bataille. Seul à avoir été identifié, le soldat Christopher Elphick et le lieutenant John Pritchard. Ils seront officiellement inhumés demain, soit près d'un siècle après leur disparition. C'est un endroit qui a beaucoup de signification pour tout le monde, et ce lieu en particulier. C'est très émouvant pour moi aussi. J'étais invité à assister le lendemain à l'enterrement des soldats anglais, 96 ans après leur mort, au cimetière militaire anglais d'Égout-Saint-Main, près de Bullecourt, en présence du prince de Kent, cousin de la reine d'Angleterre. Comme vous l'avez vu à travers ces différentes personnes, un travail de mémoire ne peut se faire que de manière collective. Pour la commémoration du centenaire d'un conflit mondial, nous devons naturellement associer les morts étrangers
à tous les soldats morts pour la France. Monsieur Le Taille avait déjà compris à son époque la mondialisation avant l'heure pour le travail de mémoire. Il avait convié les familles australiennes à venir se recueillir sur place, sur les lieux de bataille où sont tombés leurs ancêtres, leurs êtres chers, et d'un autre côté, les familles australiennes lui offraient des témoignages appréciables. D'un autre côté, mon cousin Didier essayait d'entretenir les meilleures relations possibles avec les Anglais pour effectuer ensemble les recherches et essayer d'identifier le plus de soldats possible parmi ceux qui étaient retrouvés dans la pâture grâce au sondage de M. Dilly. Enfin, j'ai une pensée émue pour mes grands-parents, car je me mets à leur place lorsqu'ils ont subi la pire épreuve, celle de revenir dans leur village et de ne plus reconnaître l'emplacement de leur ferme. Et je me mets à la place de mon grand-père quand il a eu la vision des restes de soldats anglais dans la pâture juste en face de sa ferme. Il voulait leur donner une sépulture digne, mais il ne savait peut-être pas encore comment.